Aujourd'hui, le squad, on accueille Julien, entraîneur national en charge de la préparation physique du pôle France de basketball à l'INSEP. Julien, bienvenue sur le podcast du squad de la performance. Peux-tu te présenter rapidement à ceux qui ne te connaissent pas? Écoute, bonjour. Déjà, merci beaucoup pour l'invitation. Je suis très content d'être là pour enregistrer cet épisode avec toi. Je m'appelle Julien Colombo, j'ai 43 ans. Comme tu l'as dit, je suis entraîneur national en charge de la préparation physique pour la Fédération française de basket. J'exerce à temps plein au Pôle France qui se situe à l'INSEP à Paris. Justement, peux-tu nous dire un petit peu plus en détail quel est ton rôle au sein de l'INSEP? Oui, bien sûr. Alors déjà, l'INSEP, c'est la base d'entraînement de tous les athlètes qui préparent essentiellement les Jeux Olympiques et toutes les compétitions internationales. Donc, il y a 27 sports qui sont regroupés à l'INSEP, dont le basket. Nous, on accueille des jeunes qui sont mineurs, mais la vocation du Pôle France est d'alimenter les équipes de France, jeunes dans un premier temps, mais seniors à terme. Donc, on a un vrai but de préparation de nos jeunes sportifs pour les emmener vers le très haut niveau et donc les compétitions internationales seniors. Donc moi, je suis responsable de la préparation physique au sein du Pôle France. Donc je coordonne le staff de préparateurs physiques. On est quatre préparateurs physiques au Pôle France. On accueille 50 gamins au Pôle France. Donc on a 25 garçons, 25 filles répartis en quatre équipes. Donc on est quatre pour pouvoir gérer ce gros volume d'athlètes. Ça, c'est ma mission principale qui m'occupe au quotidien. Et après, j'ai des missions annexes. Je suis responsable pédagogique du diplôme de préparation physique de la Fédé de basket. Et puis, je suis aussi coordonnateur des préparateurs physiques des équipes de France jeunes qui opèrent tous les étés sur les compétitions internationales. Et je suis moi-même préparateur physique dans les équipes de France jeunes également. Ok, donc multicasquette, c'est-à-dire que tu as un rôle un peu de coordinateur, que ce soit pour les équipes de France Jeunes et aussi au sein de l'INSEP. Quelle est la différence finalement entre les équipes de France Jeunes et le pôle France à l'INSEP? Alors, la différence essentielle, c'est que les équipes de France jeunes n'ont de compétition que pendant l'été, sur la coupure estivale. Donc, c'est des regroupements qui se font uniquement à ces périodes-là. Et entre début juillet et fin août, il y a les différentes catégories de U16 à U20 ont des compétitions internationales, championnat d'Europe ou championnat du monde. Là, hier, nos U19 étaient en finale du championnat du monde, les garçons. Mon rôle, là, pour cette partie-là de l'été, c'est de m'assurer que déjà chaque équipe dispose d'un préparateur physique et puis de faire en sorte que ça se passe le mieux possible avec la personne en place dans le staff. Par contre, le Pôle France, c'est des équipes qui évoluent dans des championnats nationaux, donc sur toute une saison, même s'ils sont très jeunes, puisqu'ils arrivent chez nous, ils ont entre 14 et 15 ans, et ils restent sur un cursus de 3 ans, donc jusqu'à 18 ans. Ils sont inscrits dans des championnats seniors pour la quasi-totalité, sauf les premières années garçons qui sont des U16, mais qui évoluent dans le championnat U18. Donc, ils évoluent contre des joueurs qui sont plus âgés qu'eux. Toutes les autres catégories évoluent dans des championnats semi-professionnels français, donc en deuxième ou troisième division. Et donc, ils sont confrontés à des adultes. Et là, le but, en fait, est comme je l'ai dit tout à l'heure, former et préparer les jeunes, dans un premier temps, à sortir de chez nous et à intégrer le monde professionnel, donc dans des équipes pro en France ou à l'étranger. Et bien évidemment, d'alimenter les équipes de France. Alors, il faut savoir que les jeunes du Pôle France sont quasiment systématiquement intégrés aux équipes de France jeunes durant leur parcours chez nous. Et puis après, comme je te le disais tout à l'heure, le but, c'est vraiment d'alimenter l'équipe de France, les équipes de France seniors, garçons et filles, avec les gamins qui sont passés par chez nous. Ok, c'est-à-dire qu'un jeune qui rentre au pôle France à l'âge de 14-15 ans, il est amené à rester au minima 3 ans avec vous, ou il peut y avoir quand même du turnover dans le groupe. C'est du 1 plus 2, puisqu'ils rentrent sur la première année et à la fin de la première année, il peut y avoir une décision, soit de la part de l'athlète, soit de la part du staff, d'arrêter là le parcours. Et après, par contre, ils repartent pour un cycle de 2 ans et ça les amène jusqu'à l'âge de 18 ans. En fait, on les accueille sur les années lycée, seconde, première, terminale. Ils arrivent chez nous en sortant du collège. Pour ceux qui sont dans le cursus normal, il y en a qui arrivent un peu en avance, avec un an d'avance des fois, mais en gros, c'est 15-18. Et donc, quelle est la différence finalement avec un centre de formation dans un club professionnel ou pas peut-être?
Alors, les centres de formation accueillent des jeunes un peu plus tardivement dans la tranche d'âge, même si avant, il y a les équipes jeunes, cadets, etc., U18, mais le championnat espoir, par exemple, des centres de formation, c'est un peu décalé au niveau de l'âge. C'est des gens qui ont 18, 19, 20 ans. Donc, nous, on a des gamins qui sont plus jeunes. Et donc, tu as parlé d'équipes féminines, d'équipes masculines. Toi, tu as un rôle déjà de base, comme tu l'as dit, de coordinateur. Vous êtes quatre. Mais est-ce que toi, tu es en charge d'une équipe en particulier et même tous tes confrères sont en charge d'une équipe en particulier? Ou est-ce qu'il y a de la rotation un peu permanente au sein des différents groupes? Alors, ouais, on a tous des rôles bien définis. Donc, on a chacun une équipe en responsabilité au quotidien sur le terrain, ce qui ne nous empêche pas d'être interchangeables au cas où l'un d'entre nous s'absente pour des raisons X ou Y. Plus maintenant, depuis quelques années, on a travaillé sur une organisation où on essaye d'être le plus souvent possible en binôme pendant les séances. D'accord. Ce qui fait qu'on en deux ou trois, parce qu'on a aussi régulièrement des stagiaires, donc ça fait qu'on est capable de multiplier un peu le nombre de personnes adultes qui travaillent dans la séance avec les jeunes, pour la simple et bonne raison, comme ce sont des jeunes en formation, ils ont besoin d'être énormément accompagnés, beaucoup plus que des adultes. Donc Mhm. plus on est, mieux c'est. Mais effectivement, oui, on est chacun en responsabilité d'une équipe. Après, on a des rôles annexes, entre guillemets, parce que tu sais un peu comment ça se passe. La blessure aussi fait partie de la vie des sportifs. Donc, il y a tout l'aspect prise en charge des blessures, réathlétisation qu'il faut gérer. Et donc, ça, c'est pareil, on se répartit les rôles. On essaye voilà, de couvrir le maximum de champs à nous quatre. Actuellement, tu es avec l'équipe de France U20 qui prépare les championnats d'Europe qui débutent le 8 juillet. Pardon. Quel est finalement ton rôle avant et pendant une compétition internationale? Tout est vraiment dépendant du contexte. Le contexte d'une préparation, c'est très très court dans le temps. On a quelques semaines de préparation. Mon rôle dans ces semaines-là, il est très différent de ce que je peux faire pendant l'année. Déjà, la population est différente. Pendant Mhm. l'année, j'ai des jeunes qui sont mineurs. Là, j'ai des jeunes adultes qui ont 20 ans, qui sont déjà tous dans des clubs professionnels. Donc, le public est différent et le contexte est très différent. Tout ça mélangé fait que je limite mon rôle à, on va appeler ça l'optimisation de la performance. Je n'ai pas suffisamment de temps pour développer quoi que ce soit en termes de qualité athlétique ou physique. Ça passe beaucoup trop vite. Donc, j'essaye et je m'efforce de tout faire et de tout mettre en place pour pouvoir optimiser leur performance sur le terrain. De toute façon, ce qui importe déjà dans le processus de sélection, puisque quand les joueurs arrivent en stage, il y a un volume de joueurs important et au fur et à mesure, la sélection se raccourcit pour au final ne sélectionner que 12 joueurs sur tous ceux qui étaient là au début. Ce qu'on leur demande et ce qu'on attend d'eux, c'est qu'ils soient performants sur le terrain. Tout ce que moi j'essaye de mettre en place en termes de préparation physique doit aller dans ce sens-là. Comment je les aide pour être performants. Et d'ailleurs, avec la catégorie U20, je change un peu mon fusil d'épaule, on va dire, par rapport aux catégories plus jeunes, dans le sens où, avec les plus jeunes, j'ai tendance, même en équipe de France, à arriver avec des contenus que j'ai vraiment envie d'aborder, des choses que je veux absolument qu'ils fassent et qu'ils réalisent en séance de musculation, par exemple. Là, avec les U20 qui sont plus vieux, c'est complètement différent. J'ai une vraie volonté de faire une continuité avec ce qu'ils font pendant l'année dans leur club professionnel, avec leur préparateur physique attitré, de ne pas casser la dynamique qui a été construite pendant l'année. C'est-à-dire, s'il y a des routines de travail qui sont mises en place, on va les garder. S'il y a des cycles de travail de développement en musculation qui sont programmés, on ne va pas tout déprogrammer juste parce qu'ils sont en équipe de France et que Mhm. ça, pour moi, ça n'a pas de sens. Bien sûr. Surtout que plus je vais perturber les habitudes de travail qu'ils ont, plus je risque de perturber leur performance sur le terrain. Ça a nécessité, en début de stage, un entretien individuel avec chacun des joueurs pour faire un vrai bilan sur la saison, déjà en termes de blessures, tout simplement pour savoir dans quel état ils sont quand ils arrivent, qu'est-ce qu'ils ont vécu comme saison en termes de problématiques physiques. Mais plus loin que ça, j'ai voulu qu'ils me disent avec le plus de détails possible, même si j'avais récolté les informations auparavant, parce que j'avais contacté leur préparateur physique dans les pôles, enfin dans les clubs, pardon. Je voulais qu'ils me disent leurs habitudes, la fréquence à laquelle ils allaient travailler en salle de musculation dans la semaine, qu'est-ce qu'ils y faisaient, est-ce qu'ils avaient des objectifs précis, pour que moi je puisse proposer des choses qui collent au maximum avec leurs habitudes. Et donc là, on est sur la fin de la préparation.
Je pense qu'avec les joueurs, on a réussi à trouver la meilleure individualisation possible. J'ai proposé un certain nombre de séances de musculation dans notre planning d'entraînement. Il y a eu des séances qui ont été faites par tout le monde, d'autres qui ont été faites par certains des joueurs. Il y a eu des séances supplémentaires qui ont été ajoutées à la demande pour certains. Mais je pense que là, on a trouvé le juste milieu pour que le travail physique bonifie un peu ce qu'ils sont capables de faire sur le terrain. Et après, mon rôle essentiel aussi pendant la préparation, c'est je suis responsable de toutes les entrées de séance. Donc, c'est moi qui gère les premières minutes de l'entraînement. Alors, ça a beaucoup varié dans mon expérience en équipe de France en fonction des coachs, parce que tout le monde n'accorde pas le même temps à l'entrée de séance. Là, j'ai la chance d'être avec un coach, Guillaume Bizat, qui est très sensible à tout ça, qui est très disponible pour laisser beaucoup de temps pour faire ça. Et en fait, il m'accorde entre 15 30, voire des fois 45 minutes d'entrée de séance. Donc, c'est très confortable pour moi parce que je peux faire énormément de choses. Et donc, ça, c'est ma responsabilité, préparer les joueurs à ce qui va suivre dans l'entraînement en fonction de la thématique choisie par les coachs. Et puis après, il y a l'aspect récupération après l'entraînement. Donc, tout ce qui est gestion de la balnéothérapie. J'avoue que quand j'ai le choix, je fais peu d'étirements, mais au profit d'autres méthodes de récupération. Si j'ai pas le choix, je vais avoir recours à certaines méthodes d'étirement, mais peut-être plutôt de l'automassage que de l'étirement pur. Et puis après, il y a aussi la gestion indirecte de l'hydratation, l'alimentation, la qualité du sommeil, etc. Et sur les 45 minutes que le coach peut te laisser, est-ce que c'est une partie uniquement d'échauffement, préparatoire à l'entraînement, ou est-ce que c'est une partie où tu vas inclure véritablement de l'entraînement en salle, en préparation physique? Alors, quand on est sur la séquence entrée de séance longue comme ça de 45 minutes, il y a deux options. Soit c'est complètement dissocié du terrain et on va en salle de musculation et on fait une séance de musculation préparatoire à l'entraînement. C'est d'ailleurs le cas de l'entraînement de cet après-midi. Soit je peux faire une entrée sur le terrain qui dure 35 à 40 minutes, dans laquelle je vais inclure un peu de travail de renforcement musculaire, mais avec des choses plus simples, avec des élastiques, avec du petit matériel. Donc en fait, j'essaie de varier un peu les sollicitations comme ça pour pouvoir voilà, trouver le meilleur moyen d'échauffer les joueurs le mieux possible. Ok. Je t'avoue que si j'avais le choix, j'opterais pour l'option salle de musculation systématiquement avant le début de l'entraînement. Mais c'est pas toujours possible. Et puis même les joueurs sont pas forcément toujours éduqués à ce genre de pratique. Pour eux, ils ont encore une image de ça va perturber l'entraînement derrière, même si là, avec ceux avec qui il y avait le plus de discussions concernant cette pratique de musculation avant, on a réussi à avancer là-dessus et ils se rendent compte que ça ne perturbe pas leur entraînement. Au contraire, en fonction de ce qu'on peut mettre dans la séance de musculation, ça a même un côté bénéfique pour ce qui va se passer derrière. Mm. Ouais, justement, c'est intéressant de voir les différentes cultures en fonction des sports et de voir qu'il y a quand même des similitudes. Je pense qu'il y a une grosse part d'éducation qu'on doit faire et toi, avec ton rôle au sein du Pôle France, je pense que justement, c'est aussi tout ce travail que tu dois faire au fur et à mesure des années et pour espérer que ces mythes-là soient effacés du cerveau de nos athlètes. Une des méthodes dont tu parles souvent, c'est justement pour travailler sur des périodes un peu courtes, comme celle dont on vient d'évoquer. C'est l'isométrie overcoming ou surmontoire en français. Est-ce que déjà tu peux tout simplement nous la décrire, nous dire les bénéfices et comment toi tu l'utilises en période pré-compétition internationale? Ouais, bah, tu vois, c'est complètement le genre de choses qu'on peut mettre dans les séances qui précèdent l'entraînement. En fait, cette méthode-là, c'est tout simplement pousser ou tirer une charge externe qui est inamovible, qu'on ne peut pas déplacer. Donc, il ne faut pas que la force exercée soit supérieure à la charge que tu as choisie. Donc, il faut vraiment une charge très, très lourde et avec un temps de maintien de contraction qui est très court. C'est de l'ordre de quelques secondes. En règle générale, c'est entre 3 et 10 secondes. Moi, je vois plusieurs intérêts à l'utilisation du travail isométrique. Le premier, il est sécuritaire. Parce que quand tu veux travailler dans la force, parce que là, on va parler de force maximale isométrique, quand tu veux travailler la force, le développement de la force, tu utilises classiquement des charges qui sont très lourdes, mais des charges que tu déplaces. Là, avec des garçons avec qui je n'ai pas l'habitude de travailler, le fait d'utiliser l'isométrie me décharge de toute la préoccupation
sécuritaire d'exécution des mouvements. Si par exemple je veux faire du squat, je me lancerai jamais dans un squat en force max concentrique ou même excentrique, encore pire, si j'ai pas la certitude que la technique est parfaite au niveau de la réalisation du mouvement. Et en fait, l'isométrie enlève cette problématique, puisque la barre est fixe, le placement est fixe, et il n'y a pas de problématique de mouvement mal fait, de compensation, etc. Donc, c'est très confortable d'abord et avant tout pour cette raison-là. Mm. Le deuxième avantage que je vois, c'est que là, je parle de l'isométrie au sens un peu plus large et pas que l'isométrie overcoming. C'est que l'isométrie, je l'utilise beaucoup pour les impacts structurels sur les tendons. C'est très utilisé en réathlétisation pour travailler sur des pathologies chroniques au niveau des tendons. Donc, il y a un vrai impact bénéfique là-dessus. D'ailleurs, dans les routines qu'on a installées avec les joueurs, il y a beaucoup de joueurs qui ont de l'ISO dans leur routine. Mais pour revenir sur l'ISO sur montoire, il y a plein d'intérêts, hein. On pourrait en parler pendant très Un longtemps. podcast. Mais pour faire très court, ce que moi, je cherche avant toute chose dans cette méthode-là, c'est la potentiation post-activation. En gros, il y a plein d'études qui ont montré que à la suite de ce travail isométrique, en squat, par exemple. On peut faire ça aussi sur isométrie sur les mollets. On peut faire ça sur plein de choses, sur les fessiers, pour les sauts horizontaux, etc. On a montré qu'il y avait une vraie amélioration des qualités de détente verticale sur les sauts verticaux, par exemple, si tu fais de l'isométrie max en squat. Et ça, dans les minutes qui vont suivre la séance. Et donc, tout simplement, moi, l'intérêt que j'y vois, c'est qu'on fait ça dans la séance qui précède et derrière dans l'entraînement ou dans le match, parce que ça peut aussi arriver qu'on fasse ça en séance juste avant le match. On obtient des gains et les joueurs le sentent en plus. Il y a des joueurs qui étaient un peu, pas réticents, mais qui se posaient des questions et en me disant, ouais, t'es sûr et tout. Et je leur ai dit, on teste et après on fait un point et ils m'ont tous dit, ouais, c'est vrai, t'as raison, on se sent mieux, etc. Et, alors, même si l'effet est passager, il va pas durer pendant des heures et des heures, on a un moyen d'avoir une amélioration sensible des performances. Et il y a que, comme je te l'ai dit tout à l'heure, il y a que ça qui m'intéresse là, dans ce contexte-là, c'est trouver la façon la plus efficace d'améliorer les performances tout de suite. Et du coup, il y a une vraie conscience directe où Ouais. l'action est plus importante que 1000 mots. Et là, je pense que enfin, il y a une adhérence assez rapide finalement de tes athlètes qui voient les effets sur le terrain juste après cette période préparatoire à l'entraînement. C'est le meilleur moyen de les faire adhérer aux choses, de toute façon. S'ils peuvent sentir le plus rapidement possible l'effet de ce que tu leur proposes, tu as gagné. Si ils sont pas capables de mesurer un effet, ils vont pas adhérer au travail et puis ils vont le faire de façon beaucoup moins efficace. On a beaucoup parlé aussi de cette partie-là avec Louis Bourlier de la JL Bourg dans l'épisode J'ai- numéro 15 et qui lui aussi s'en sert beaucoup. On a parlé de tout ce qui est aussi détente verticale dont tu as parlé. Ça fera un bon mix avec ta réponse. Merci beaucoup. J'aimerais justement qu'on parle de cette scission, on va dire, entre la salle et le terrain. Quelle est finalement la place que tu vas avoir en termes de travail en salle et en termes de travail sur terrain. Je te parle bien évidemment plutôt sur le pôle France. Alors, bah, encore une fois, tout est dépendant du contexte. Là, ici, au Pôle France, on a un volume d'entraînement, un volume horaire d'entraînement qui est très important, qui nous permet de pouvoir dissocier le travail de préparation physique et notamment le travail de musculation en mettant énormément de choses en salle de musculation, soit avant, soit après l'entraînement. Mais on a le luxe et l'opportunité, d'avoir des structures. Là, je suis dans la salle de musculation du Pôle France. C'est une salle qui nous appartient. Il n'y a personne d'autre qui utilise cette salle. Donc, on peut l'utiliser du matin au soir à notre guise et quand on veut. Donc, ça, c'est très confortable. Ce n'est pas le cas Mhm. de toutes les structures, loin de là d'ailleurs. Les infrastructures nous permettent de le faire. Le volume horaire nous permet de le faire aussi. Et donc, bah, ça, c'est un luxe. J'entends mes collègues qui disent que, ou les entraîneurs qui me répondent qu'ils n'ont pas le temps d'aller 3 fois par semaine en salle de musculation. Quand on peut le faire, et même nous, des fois, on a des cycles où certaines équipes travaillent tous les jours en salle de musculation, et ça peut paraître ahurissant pour certains collègues ou certains entraîneurs, mais encore une fois, le contexte nous le permet. Si on était dans un contexte différent, on ferait
sûrement beaucoup moins. Après, j'ai pas de pourcentage à te donner sur la répartition entre le terrain et la salle. Tout ce que je peux dire, c'est qu'ici, au Pôle France, les jeunes ont du travail physique et athlétique tous les jours, que ce soit sur le terrain, en salle de musculation ou même à l'extérieur, sur la piste d'athlétisme, sur le terrain de foot, etc. Bref, peu importe, la sollicitation, elle est quotidienne. Et en plus de ça, il y a les entrées de séance comme celle dont je te parlais tout à l'heure, dont on s'occupe aussi ici au Pôle France. Donc, on voit quasiment nos équipes 2 fois par jour, si c'est pas plus des fois. Donc, en gros, on a réussi dans les constructions de planification d'entraînement et de charge d'entraînement, on a réussi avec les entraîneurs à monter le volume de travail de préparation physique, tout confondu, à quasiment 35 ou 40% du temps global d'entraînement, D'accord. ce qui est quand même relativement important. Et Ouais. après, il y a même des modifications en fonction des profils des joueurs et des joueuses, et certains sont à 50% de travail physique et 50% de travail basket, voire une inversion encore plus importante quand ils sont forcément dans un processus de retour de blessure ou autre chose. Ouais, bien évidemment. Ouais, quand tu parles de sollicitation quotidienne, on est bien d'accord que dans tous les cas, ça ne veut pas dire haute intensité et haut volume à chaque fois, mais il y a quand même une sollicitation permanente, ce que je trouve super intéressant. Finalement, comment périodises-tu la préparation physique chez tes adolescents au sein du Pôle France? Alors de manière assez simple, parce que alors les objectifs, on va en déterminer deux. Il y a un objectif à long terme et un objectif à court terme. L'objectif à court terme, il est complètement différent des objectifs de mes collègues dans les clubs, au sens où, comme je te le disais tout à l'heure, nos jeunes sont engagés dans des championnats nationaux, mais dans lesquels ils ne sont pas sujets ni à la montée ni à la descente. Donc en gros, quoi qu'il arrive, ils sont engagés dans cette catégorie-là, enfin dans ce championnat-là, et ils y restent quoi qu'il arrive, qu'ils soient premier ou dernier, ça ne changera rien. Donc en gros, il n'y a pas de pression en termes de résultats pendant l'année. Le seul objectif de l'année, c'est un objectif de formation des joueurs et des joueuses. C'est pour ça qu'on a décidé de les confronter à des catégories beaucoup plus âgées qu'eux, pour que voilà, la formation se fasse au contact de gens plus vieux qu'eux. Mais donc, on n'a pas d'impératif de résultat à ce moment-là. Ce qui fait que moi, en tant que préparateur physique, je me permets des choses dans ma planification annuelle qui seraient impensables dans un autre contexte, club et encore plus club professionnel. Je Mhm. te donne un exemple. C'est très fréquent que j'installe un cycle de force maximale en décembre-janvier. À ma connaissance, à moins que le préparateur physique ait envie de se faire virer, je ne connais pas de préparateur physique qui fait ça avec un club pro en plein Mhm. milieu de la saison. C'est trop risqué, ça impacte beaucoup trop les joueurs sur les performances sur le terrain, justement. Mais comme nous, je reviens à l'objectif à court terme, comme nous, notre objectif à court terme, c'est une recherche de performance dans les sélections nationales jeunes pendant l'été. Toute la planification athlétique et physique est pensée pour que le Mhm. point culminant de l'année soit situé aux alentours du mois de juin, juillet, août. Et donc, on construit les choses pour l'échéance de l'été. Même si pendant l'année, ça dégrade un peu les performances de façon temporaire sur le terrain, mais encore une fois, pour nous, c'est pas très grave. Donc ça, c'est l'objectif à court terme. L'objectif à long terme, c'est que on va avoir les jeunes avec nous pendant 1 ou 3 ans, des fois 4 ans pour ceux qui font une année supplémentaire. Mon objectif, c'est de leur donner le maximum d'outils et le maximum d'autonomie pour pouvoir gérer leur sortie du pôle France et leur intégration dans le monde professionnel, quel que soit le contexte dans lequel ils vont tomber. On le sait, malheureusement, tous les clubs ne sont pas staffés comme nous, on l'est ici. Tous les clubs ne disposent pas d'un préparateur physique à temps plein qui va pouvoir s'occuper d'eux de façon quotidienne comme on le fait ici. Et donc, mon but, c'est qu'ils soient éduqués à la construction de quelque chose de logique en termes de préparation physique, sur tous les aspects, que ce soit le développement des filières énergétiques ou la musculation ou la récupération, etc. Il faut que leur sac à dos soit le plus rempli possible pour qu'ils puissent être autonomes dans leur club dans lesquels ils vont aller. Et j'ai envie de dire, c'est encore plus valable chez les filles. Chez les garçons, que ce soit en Pro B ou en Pro A, quand même,
il y a quasiment tout le temps la présence d'un préparateur physique. Alors des fois avec des présences plus ou moins régulières, mais au moins il y a quelqu'un. Chez les filles, malheureusement, même dans le milieu professionnel, ça arrive que le préparateur physique ne soit pas là, et donc il faut absolument que les filles soient capables de se débrouiller tout seules. Donc très tôt, on essaye de leur apprendre le maximum de choses. Par exemple, apprendre comment on construit une routine individuelle de début d'entraînement. Par exemple, c'est quoi les étapes? Qu'est-ce que je mets en premier? Qu'est-ce que je mets après? Par quoi je termine? Combien de temps ça doit durer? Qu'est-ce que je choisis comme exercice, etc. Et donc, on les éduque. On a un vrai rôle d'éducation pour ces jeunes, qui pour moi est le cœur de ce qu'on doit faire avec eux, au-delà de les développer physiquement, ce qui de toute façon sera le cas, parce qu'avec le volume horaire dont je te parle et avec 3 ans de travail, forcément, ils vont évoluer physiquement, mais on doit les préparer à cette autonomie-là, pardon. Et puis aussi, il faut qu'on ait conscience que quand ils vont sortir de chez nous, ils vont intégrer le monde professionnel, et il faut qu'ils aient, là, je vais parler pour le coup de qualité athlétique, qu'ils aient le maximum d'outils pour répondre aux exigences du basket professionnel à haut niveau. Donc, sur les 3 ans, on essaye de voilà, développer les niveaux de force, de puissance, de vitesse, d'aérobie, etc., pour que ça soit cohérent et que ça corresponde à ce à quoi ils vont être confrontés quand ils sortent. Ouais, bien sûr. Ouais, donc on comprend bien qu'il y a vraiment ce rôle à long terme de développement athlétique, ce rôle d'éducation. Et puis malgré qu'ils aient ou pas accès à un préparateur physique, je pense que le rôle du préparateur physique en sein d'un club professionnel et donc avec un joueur senior, c'est pas tant de lui apprendre des choses. Déjà parce qu'il n'a pas forcément le temps, et puis parce que limite, d'un point de vue physiologique, on sait qu'il y a du retard qui a été pris sur l'apprentissage. Donc, c'est un peu dommage de faire tout ça. Et qui plus est, je pense que ça peut vraiment avoir un impact à long terme sur les performances de l'athlète, peut-être d'un point de vue de son potentiel, atteindre des clubs qu'il aurait pu atteindre, des sélections qu'il aurait pu atteindre et qui ont été amoindries par le fait que d'un point de vue développement athlétique, il était pas au niveau. Tu reprenais la phrase travailler sérieusement sans se prendre la tête. Ça peut paraître finalement un oxymore, tant l'aspect ludique et le travail sérieux est souvent opposé dans notre culture française. Comment finalement tu intègres du ludique dans tes séances sans que ça ressemble à du cirque? C'est marrant parce que j'ai la réputation ici au Pôle France de faire peur aux jeunes quand ils arrivent, parce que j'instaure une rigueur dans les séances nécessaires, hein, pour que tout le monde puisse travailler convenablement. Mais à l'opposé de ça, je suis convaincu que on doit amener des choses ludiques dans l'entraînement. On l'a dit tout à l'heure, pour essayer de les faire adhérer au travail, le ludique va grandement aider à l'adhésion. C'est une arme supplémentaire, en plus de celle qu'on a évoquée tout à l'heure, qu'il faut qu'ils comprennent tout de suite à quoi ça sert. Alors, tout n'est pas ludique. C'est très compliqué de rendre le travail aérobie ludique, même si, bon, on peut essayer par 2 ou 3 petits moyens, mais à un moment donné, il va falloir passer par des moments désagréables. Là où je mets du ludique souvent, c'est dans les entrées de séance, à l'échauffement. Parce que, en fonction du contexte, déjà, si c'est l'entraînement du matin, le ludique va permettre de voilà, réveiller un peu tout le monde. S'il faut relancer un petit peu la journée aussi, parce que le matin, ça a été dur, bah, le ludique va aider aussi. Dans la partie ludique, j'inclus aussi le fait d'utiliser de la musique, beaucoup. En salle de musculation, je défends l'idée d'utiliser la musique pour bonifier le travail des athlètes. Il y a d'ailleurs des études qui ont montré que ça a un vrai impact sur la qualité du travail. Après, il y a certaines règles. Moi, par exemple, je n'introduis la musique dans la séance qu'à partir du moment où le groupe a fait preuve de sérieux, d'autonomie et de gestion de ce qui se passe dans la séance suffisamment souvent pour que je puisse dire, OK, on peut commencer à... Parce que si on le fait dès le début, là, par contre, pour le coup, comme tu l'as dit, ça peut vite être le cirque, et ça peut dégénérer dans du grand n'importe quoi. Donc voilà, il y a un certain nombre de règles à mettre avant, mais le ludique, c'est très important. Si c'est pas ludique, au bout d'un moment, même s'ils comprennent l'intérêt, ça devient pesant. Et je pense qu'à un moment donné, il faut qu'ils dégoupillent. Surtout que les entraîneurs sont sur le terrain très exigeants avec eux, leur demandent énormément de choses en termes de concentration, en termes de mémorisation, en termes de répétition de choses. Et nous, les préparateurs physiques, on doit, même si on a cette exigence aussi, je te dis, je l'ai, mes collègues aussi d'ailleurs, on doit un peu de temps en temps faire
sauter la cocotte minute et libérer un peu la pression. Ouais, bien sûr. J'ai remarqué aussi dans ce que tu partageais qu'il y avait pas mal d'exercices avec compétition entre deux, trois athlètes. C'est aussi un aspect que tu utilises pour créer un peu de ludique dans tes séances, j'ai l'impression. Ouais, mais parmi toute la palette des choses disponibles pour faire un peu de ludique, ça c'est sur le podium parce que dès qu'on met des athlètes jeunes ou pas, hein, d'ailleurs en opposition et en duel, tout de suite ça fait monter le niveau d'implication dans la séance parce que quand on a des compétiteurs et qui veulent absolument gagner, bah, tout de suite ils s'engagent bien plus que si on les fait passer Mhm. sur le même exercice en étant tout seul opposé à personne. Donc ça ouais, c'est jackpot à chaque fois. Là, avec les U20, c'est la même chose. Avec les jeunes du Pôle France, c'est pareil. Tout de suite, la compétition, ça parle à tout le monde. Clairement, ouais, comme tu dis, ça monte le degré d'implication et ça monte aussi le degré de ludique. Et on voit souvent, il y a des rires entre les athlètes, même à haut niveau et chez les seniors, pas Ah forcément ouais, chez les jeunes. Et ça monte tous les niveaux, en fait. Et je trouve ça super intéressant ouais, comme c'est ça. manière d'inclure du travail dans une bonne condition. C'est ça. Ils rigolent, ils se chambrent et après, tout le monde est content. Et puis, le préparateur physique, il est content parce que tout le monde a bien travaillé. Donc, Mm, au mm. final, c'est gagnant pour tout le monde. Tu parles beaucoup du travail du pied, que tu inclus beaucoup dans ton travail avec les basketteurs. Pourquoi tu t'intéresses à cette zone et finalement comment tu la travailles? Pour moi, c'est un incontournable et c'est un fil rouge de mon travail avec les jeunes que j'ai ici au Pôle France. Tout simplement parce que je pense que c'est une partie du corps qui est délaissée dans le travail de développement athlétique. Paradoxalement, je l'identifie comme une des parties les plus importantes pour un sportif et pour un sportif qui fait un sport en étant debout. Et ça serait différent pour un nageur, par exemple, mais tous les sportifs pour moi qui se déplacent en étant debout et qui donc sont en appui sur leurs pieds doivent avoir le pied le plus fort possible pour pouvoir exécuter les différentes tâches qu'ils vont avoir à réaliser dans leur activité. Si je reviens aux basketteurs, c'est clairement un travail qui a été mis de côté pendant très longtemps. Et si on caricaturise vraiment, le basketteur est un sportif qui n'a pas de pied, qui a souvent les pieds très plats. Et avec ça, il y a aussi, je pense, un énorme rôle qu'a joué le développement des technologies en termes de chaussures, puisque il faut quand même se rappeler que à l'origine, les basketteurs jouaient avec des Converse All-Star. Donc en termes de maintien, il n'y a rien du tout, c'est du tissu. En termes d'amorti, c'est une semelle toute plate, il n'y a rien non plus. Je pense qu'à cette époque-là, les basketteurs avaient des pieds plus fort que ce qui a suivi derrière, puisque en fait on a emballé le pied dans une chaussure de plus en plus rigide, de plus en plus montante, de plus en plus équipée en termes de d'amorti, etc. Et en fait on a économisé au pied du travail, on a laissé les pieds tranquillement s'endormir dans un confort apporté par la chaussure. Donc pour moi, c'est une erreur. Je trouve que on a inversé un peu la tendance dans le design et la technologie des chaussures. On revient à des chaussures qui sont beaucoup plus légères, qui maintiennent beaucoup moins la cheville, parce que c'est beaucoup de tissu de nouveau dans la structure. Bon, après, l'amorti, je comprends que si on peut aider les sportifs à encaisser les énormes charges qu'il y a sur les changements de direction ou sur les réceptions de saut, c'est une bonne chose. Mais pour moi, on doit pas passer à côté, on ne doit pas faire l'économie de travailler pieds nus, de sortir ses pieds des chaussures le plus souvent possible pour pouvoir avoir un pied qui est fort, justement. Donc, je le travaille effectivement énormément avec les jeunes qui sont ici. D'ailleurs, on fait en début de saison des séances entièrement dédiées au travail du pied. Après, pendant l'année, il y a plein de situations qui rappellent ce travail de pied, notamment le travail en musculation qui se fait en grande majorité, voire en totalité, pieds nus. Il y en a qui vont dire oui, sur le plan sécuritaire. Alors, en 10 ans où j'ai travaillé ici, là, au Pôle France, j'ai eu un accident, une fois, parce que une gamine a posé un kettlebell un peu trop sur le bout du banc et il a basculé, il lui est tombé sur le pied, elle était pieds nus. Et elle a pris sur l'orteil, elle s'est cassé l'orteil. Je suis vraiment pas convaincu que si elle avait été en chaussures, ça aurait été très différent.
Hmm. Voilà. Donc, Je suis on assez peut me d'accord. dire, on peut me dire oui, c'est pas très sécuritaire. Bon, voilà. Tu Et portes par pas des chaussures de sécurité pour autant. Voilà, et bien d'accord. Et donc, du coup, pour moi, il y a tellement plus d'avantages à travailler pieds nus qu'à travailler en chaussures que maintenant, les jeunes, quand ils arrivent en séance de musculation ici, des fois, ils viennent sans leurs chaussures carrément. Les chaussures restent dans le vestiaire. Ou alors, ils arrivent, ils se déchaussent. C'est devenu vraiment automatique. Et là, pour le coup, ils comprennent l'intérêt et en plus, ils sentent les choses. C'est complètement différent. L'intérêt, ils le comprennent parce que moi, je leur dis que j'ai besoin d'observer des choses et que je peux pas observer les choses s'ils sont en chaussures parce que je vois pas les pieds. Mais eux, ils sentent après. Parce que quand je leur demande certaines activations et certaines actions du pied, ils ont besoin d'être pieds nus pour sentir ça. Dans la chaussure, c'est pas possible. Pour moi, le pied, c'est vraiment un incontournable. Hmm. Je me pose la question par rapport aux tests. Est-ce que toi, sur les tests athlétiques que tu vas faire au cours de la saison, en pré-saison, est-ce que tu vas les faire pieds nus ou est-ce que tu vas les faire avec la chaussure de l'athlète? Quel est ton point de vue à ce sujet-là? Alors, ça dépend des tests. Si c'est des tests posturaux, etc., ça sera pieds nus. Par exemple, on a un test overhead squat, comme dans la batterie FMS, Mhm. ça, c'est pieds nus, parce qu'on a un certain nombre de choses à regarder au niveau de la zone du pied. Mais tous les tests dynamiques de qualité athlétique terrain, on va dire, c'est en chaussures. La vitesse, c'est en chaussures. La détente verticale, c'est en chaussures. Les changements de direction, c'est en chaussures. Parce que de toute façon, ça doit coller à l'expression de ce qu'ils font quand ils sont sur le terrain, donc ils sont en chaussures. Ok. Et donc, du coup, quand tu fais des séances à visée pliométrique, j'ai envie de te dire de la pliométrie à basse intensité, donc de la pliométrie extensive, est-ce que tu vas utiliser des chaussures? Est-ce que tu vas ne pas les utiliser? Est-ce que tu combines les choses en fonction de ce que tu recherches? J'ai plutôt tendance, sur l'exemple que tu cites, à faire sans chaussures. Parce que c'est souvent un travail qu'on va faire en salle de musculation et que ça reste dans la continuité de ce qu'on a l'habitude de faire. Donc, ils ont l'habitude de travailler pieds nus et on va le travailler pieds nus. Et en plus, on peut y voir ce travail purement sur le pied. C'est le pied qui doit gérer le contact avec le sol, l'impulsion, la réception, etc. Donc, on est encore dans un travail de renforcement du pied. Si par contre, je veux faire des séances de pliométrie avec beaucoup plus d'intensité et des hauteurs de saut plus importantes, là, je remettrai les chaussures. Ok. Ouais, c'est toujours très intéressant de pouvoir discuter avec des spécialistes et voir les différents modes de pensée et de coordonner un peu tout ça. Génial. On est d'accord que ça fait déjà une sacrée paire d'années que tu es dans le basket élite français. Finalement, comment tu vois l'évolution du basket français d'ici une dizaine d'années? Alors, dans 10 ans, c'est loin, hein, mais là, vu les tendances actuelles, ça peut vite faire peur, hein, l'évolution du basket dans 10 ans, parce que là, on a des profils qui apparaissent qu'on n'avait jamais vus avant, des joueurs qui sont très, très grands, mais qui sont très mobiles et qui font des choses qui sont extrêmement impressionnantes. Donc, le jeu se densifie physiquement, les gabarits évoluent. À un moment donné, il va falloir étirer les limites du terrain parce que les joueurs vont occuper tellement d'espace qu'on va plus pouvoir jouer et qu'on on est déjà un sport de petit terrain, mais là, on va devenir un sport de mini terrain si on continue parce que les joueurs sont de plus en plus grands. Donc, et avec des volumes qui sont vraiment impressionnants. Donc, en fait, je vois l'évolution un peu sur cette dimension-là parce que je trouve que le basket va déjà très très vite à l'heure actuelle. Je trouve que la dimension qui a la plus évolué, c'est pas la verticalité, c'est la vitesse horizontale, ainsi que la vitesse de prise de décision, d'analyse des situations, etc. Je pense qu'on a fait un bond énorme par rapport à ça. Je pense que ça va encore s'améliorer là-dessus dans les années à venir. Ouais. L'étendard du basket français d'ici dans les 10 prochaines années, on est bien d'accord que ça sera Victor Wembanyama. Toi, qui as eu l'opportunité de travailler avec lui, selon toi, quels sont les axes de travail, enfin, quels ont été, pardon, les axes de travail avec lui au sein de sa formation et quels seront les axes de travail, selon toi, pour la suite de sa carrière? Alors sur le plan purement physique et athlétique, l'enjeu pour Victor, c'est de conserver ses qualités naturelles, et ce que la nature lui a donné et qui le rend si
exceptionnel. Et je ne parle pas que de sa taille parce qu'il est extrêmement coordonné, il est très mobile, il est d'une souplesse hallucinante pour un grand de cette taille-là. Et donc, toutes ces qualités naturelles-là, il faut qu'il les conserve. Et je pense que ça serait une erreur. Et d'ailleurs, il le dit lui-même, et c'est très bien, et ça prouve à quel point il est mature. Ça serait une erreur de vouloir absolument lui faire prendre 10 ou 15 kilos de masse musculaire, parce que, un, c'est pas, son morphotype n'est pas comme ça. Deux, je pense que ça serait contre-productif par rapport à ce qu'il est capable de faire là sur le terrain. Donc, ce qui a été fait dans le court temps que moi j'ai passé avec lui et ce qui a été aussi fait à merveille par son préparateur physique cette année, c'est le conserver le plus possible en bonne santé. Et le reste, de toute façon, ça se fera naturellement. Il est doté de toutes les armes et de tous les outils pour pouvoir performer au plus haut niveau. Il faut simplement s'assurer qu'il puisse continuer à le faire dans les meilleures conditions le plus longtemps possible. Ouais, juste pour me faire l'avocat du diable et avancer un peu sur le débat, est-ce que tu penses que dans une ligue comme la NBA, qui est complètement différente du basket français, on va dire que ses qualités athlétiques actuelles vont lui suffire pour pouvoir rivaliser avec les grands de cette discipline? Alors, moi, je pense que là, si on prend un match ou quelques matchs comme ça, il n'y a aucun problème pour qu'il puisse s'exprimer. D'abord parce qu'il y a énormément d'espace dans les matchs NBA. Il y a beaucoup plus d'espace que sur les matchs en France ou en Euroleague. C'est pas du tout les mêmes systèmes défensifs, etc. Donc, il aura beaucoup plus de liberté pour s'exprimer. Je pense que l'enjeu pour lui, c'est de s'adapter rapidement au rythme des matchs, qui va être très différent de ce qu'il a connu jusqu'à maintenant. Mm. Donc l'enjeu, il est là. Je n'ai pas trop d'inquiétude là-dessus. C'est quelqu'un qui travaille avec énormément d'intelligence dans ce qu'il fait. Tout a du sens, tout est cohérent. Ça va forcément lui demander un peu de temps d'adaptation, c'est sûr, parce qu'on passe pas d'une saison à un match par semaine à une saison beaucoup plus longue à 3 ou 4 matchs par semaine, sans que ça soit forcément un peu difficile. Mais une fois que cette adaptation-là sera faite, il va poser beaucoup de problèmes aux grands NBA qui vont défendre dessus parce que, encore une fois, sa mobilité, sa vitesse, sa coordination va faire que les joueurs qui vont défendre sur lui vont être souvent, à mon avis, pas le poste 5 de l'équipe d'en face Mm. parce qu'il sera trop en difficulté pour pouvoir suivre Victor loin du cercle comme il est capable de le faire. Donc je pense qu'ils vont envoyer d'autres joueurs avec d'autres profils pour défendre sur lui. Mais il va y avoir un autre problème, c'est qu'ils vont être un peu plus petits. Et donc du coup, il y a pas, les problèmes sont insolubles avec Victor. Ouais, j'imagine. On a hâte de voir tout ça la saison prochaine. Julien, on va passer à la dernière partie de ce podcast. J'aimerais que tu nous donnes le meilleur conseil que tu puisses donner à tes jeunes sportifs. C'est de prendre soin de leur corps de toutes les manières possibles et imaginables. Les choses les plus simples sont souvent les choses les plus oubliées, c'est-à-dire ne pas négliger son sommeil, son alimentation, son hydratation. Là, j'y suis confronté avec les joueurs en U20. Je les trouve extrêmement autonomes et très cohérents dans leur travail de préparation physique sur le terrain. Autant je les trouve pas du tout cohérents dans l'à côté et dans l'entraînement invisible. Ça, pour le coup, c'est un conseil que je donnerais. Et c'est pas, malheureusement, c'est quand il se passe un événement un peu négatif que après les gens commencent à avoir une démarche de ah, maintenant je vais commencer à faire attention. Si on peut faire ça très vite, je pense que c'est une très bonne chose. Et puis après, pour les jeunes qui se destinent à cette voie-là, c'est-à-dire devenir un basketteur professionnel, je pense qu'il faut accepter que la vie est complètement différente de la vie d'un jeune du même âge et qui n'a pas choisi cette voie-là. C'est énormément de sacrifices, énormément de rigueur à s'appliquer à soi-même déjà. Et en fait, il n'y a que le travail qui va faire que les portes s'ouvrent et qu'elle reste ouverte parce que le talent ouvre des portes. Si le travail ne suit pas le talent, les portes se referment malheureusement. Et j'ai vu des exemples parlants par rapport à ça. Donc, on conseillerait de ne rien lâcher et de très tôt comprendre les mécanismes qui vont leur permettre d'être performants sur le terrain. Et Mm. donc, ça va de prendre soin de son corps à développer son corps de la meilleure façon possible pour pouvoir être performant sur le terrain. Moi aussi, j'en ai vu pas mal des talents un peu gâchés par rapport à ça.
Et tout simplement parce que, comme tu l'as dit, à un moment donné, ils sont tous talentueux finalement. Donc, la différence, elle va se faire sur le travail qui va être fait déjà au sein de l'entraînement. Et puis, comme tu l'as bien évoqué, cette partie invisible. Et pour moi, en fait, la différence entre un professionnel sur le papier, un contrat et un professionnel véritablement, c'est cet aspect d'entraînement invisible, de tout ce qu'il doit faire pardon, après sa période d'entraînement au sein du club, de la fédération, etc. Ouais. Tout à fait. Est-ce que tu aurais un livre ou un podcast, un documentaire, un film à nous conseiller? Des livres, il y en a beaucoup. Ça sort en permanence. Des documentaires, il y en a plein d'excellents. Il y en a un qui m'a un peu marqué sur la partie vegan, etc., là, qui était sur Netflix. J'ai oublié le titre, mais parce que c'était très dans l'air du temps. Après, les podcasts, j'essaie d'en écouter beaucoup. J'ai découvert le tien, d'ailleurs, j'aime beaucoup. Donc, je vais essayer de voir un petit peu tout ce que tu as pu sortir comme épisode. J'ai participé aussi au podcast d'Aurélien Broussal, Mhm. ABD Podcast. Je trouve que c'est cohérent. Il y a beaucoup d'intervenants de très grande qualité Carrément. euh, qui sont invités sur ce podcast. J'ai aussi accueilli un stagiaire ici à l'INSEP qui fait des podcasts, qui est un jeune collègue qui vit en Belgique, Sylvain Joris. Le nom de son podcast est imprononçable, donc je ne peux pas vous le donner. Ok. Euh, Tu me le donneras en mais off et puis j'en voilà, et comme ça parlerai. tu peux expliquer, mais lui c'est très bien ce qu'il fait aussi, j'aime beaucoup. Voilà à peu près pour les recommandations. ABD Podcast, j'avais découvert ça pendant le confinement et j'avais eu le temps, du coup, comme tout le monde, de bien le poncer Ouais. et ça avait été bien sympa, de grosse qualité. Si tu pouvais passer un moment avec une personnalité, qu'elle soit vivante ou non, qui serait-ce et pourquoi? Je vais pas être très original, je pense que ça serait Michael Jordan pour tout ce qu'il représente pour le monde du basket et même pour le monde du sport en général. Et après, peut-être Mohamed Ali aussi. Mohamed Ali, je crois qu'il Ouais. est déjà venu, mais tu vois, Michael Jordan, je crois que tu es le premier à m'en parler. Ah ouais, bah, enfin, Mais ça fait vachement le lien avec ta discipline, évidemment. voilà, bah, dans ma discipline, et même si les nouvelles générations sont plus À porter dans des la Jordan team, sans savoir véritablement qui c'est. voilà, mais ils sont plus dans la team LeBron James ou Kobe Bryant ou etc. Ouais. L'origine, il faut quand même pas oublier que c'est Michael Jordan. Et moi, j'ai grandi avec ça et ça serait extraordinaire si je pouvais échanger un peu avec lui. Ouais, carrément, carrément. Quel serait le meilleur moyen de te contacter pour pouvoir aller un peu plus loin sur l'épisode ou tout simplement te remercier pour ton passage ici? Sur Instagram, c'est là où je suis le plus actif sur mon compte professionnel. Jus Colombo, tout simplement. Et donc, avec grand plaisir, je réponds aussi vite que possible à tous ceux qui ont des questions à me poser, des remarques ou diverses choses. Donc, n'hésitez pas, ça sera avec grand plaisir. Ouais, je mettrai bien évidemment tout ça en lien dans la description. Et puis, j'espère que par la suite, ils auront l'occasion de te féliciter pour ton championnat d'Europe avec les U20. On va passer à Voilà. la question passe décisive. Qui aimerais-tu entendre passer au micro du podcast du squat de la performance? Prépa physique, j'ai un jeune collègue à qui je pense, qui s'appelle Clément Denière, qui était en Pro B l'année dernière du côté de Saint-Chamond, avec qui j'échange et j'aime bien ce qu'il fait. Donc, je lui fais la passe à lui, parce que j'ai pas l'impression qu'il ait fait beaucoup de podcasts jusqu'à maintenant, donc il faudrait qu'il s'y mette. Ok. Et athlète, c'est difficile d'en sortir un. Je commence à en avoir vu beaucoup maintenant. La dernière fois qu'on m'a posé cette question, j'ai cité une fille, alors là, je vais citer un garçon. Ouais, génial. Allez, Mathis Dossouyovo, parce que c'est un joueur que j'ai eu ici au Pôle France, avec qui j'ai passé pas mal de temps et qui a fait une saison extraordinaire en Pro B cette année, qui a été élu meilleur joueur de Pro B et qui a, à mon avis, un très brillant avenir devant lui. Donc ça serait cool qu'on l'entende discuter un peu. Parfait. Merci beaucoup pour ces passes D. Je te laisse tout simplement le mot de la fin, Julien. Eh ben, encore une fois, merci beaucoup pour l'invitation. C'est toujours un vrai plaisir de pouvoir échanger et partager mon quotidien et mon métier et ma passion avec des gens qui sont aussi passionnés que moi. Donc, même si, voilà, là, le fait d'être en préparation rendait les choses un peu plus
un peu plus tendu dans le temps, c'était avec grand plaisir que ce matin, je suis venu avec toi. Merci Ouais, beaucoup. bah, ce fut un grand plaisir pour moi aussi. Et puis, comme je te l'ai dit en off, d'avoir été aussi réactif parce que, comme on l'a dit, tu vas être en période de championnat d'Europe avec les U20 de l'équipe de France de basketball. Et puis, bah, tout simplement pour ton partage d'expérience au sein de ce basket élite français. Merci à toi qui est toujours là de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Si tu as kiffé l'épisode, il y a deux moyens de nous aider. Tout d'abord, note l'épisode sur ta plateforme de podcast préférée et puis partage-le à ton entourage sportif pour qu'il puisse profiter des conseils de Julien. Mais surtout, n'oublie pas de t'abonner au Squad de la Performance sur YouTube et ta plateforme de podcast préférée. Nous, on se retrouve mercredi prochain, 18h. D'ici là, je te souhaite de prendre un maximum de plaisir dans ton sport. Force!